Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être à nos côtés ce soir pour cette nouvelle rencontre organisée par le Pen Club français, rencontre intitulée Combattre en poésie pour la liberté d'expression et pour la liberté de création. Nous avons ce soir le plaisir d'avoir à nos côtés le poète géorgien Pata Shamoudja, le poète et traducteur, lui aussi géorgien, Boris Bakana-Chabradze, le poète et traducteur français, Guillaume Métayer, et le poète et traducteur, encore une fois, français, Stéphane Lambion. Je voudrais bien entendu les remercier, eux aussi, d'avoir accepté cette invitation. Enfin, je voudrais remercier la Sofia pour le soutien extraordinaire qu'elle accorde au Pen Club français afin que notre association puisse organiser de manière régulière ces rencontres, débats ou lectures, ou bien débats et lectures entremêlés. Avant d'attaquer le sujet lui-même, un sujet à la fois passionnant et très, très âpre, disons. Malheureusement, je voudrais bien entendu vous présenter nos invités de ce soir. Pata Shamoudja, né en 1983, est l'un des plus connus poètes géorgiens d'aujourd'hui et sans doute le plus irrévérencieux. Il est l'auteur de 7 recueils de poèmes, 13 poèmes qui a marqué son début littéraire, ses débuts littéraires en 2000, L'extraterrestre en 2003, L'Antipo en 2006, L'Avantage en 2010, L'Acatiste en 2011, La Schizo-Société en 2014 et enfin, en 2017, La langue maternelle. Pata a reçu à 2 reprises, et il s'agit là, je pense, d'un cas tout à fait unique dans la littérature géorgienne. Il a reçu donc à 2 reprises le prix Saba, qui est le plus important prix littéraire géorgien. Quant à sa poésie, elle a été traduite en une dizaine de langues. Depuis 2018, il préside le Pen géorgien. Boris Bakana-Chabradze vient lui aussi, comme je l'ai déjà précisé, de Géorgie. Mais il vit en France depuis de nombreuses années. Il est l'auteur de 2 recueils de poèmes, Le Monde gris et L'ivresse de la lune, et le traducteur de l'ouvrage Chansons françaises, qui rassemble des textes de Brassens, Ferré, Brel, Gainsbourg, Vien, ainsi que de l'anthologie Je suis nombreuse, 15 poètes géorgiennes publiées par l'Inventaire en 2021. En parallèle, il a traduit du français. C'est comme avec les Américains. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, couper les micros? En parallèle, comme je le disais, Boris a traduit du français vers le géorgien ou bien du géorgien vers le français les œuvres de plus de 70 auteurs, des poèmes, des pièces de théâtre, des essais, des nouvelles, et ainsi de suite, qui ont été accueillis par de nombreuses revues. Mais il est aussi, et c'est cela qui va constituer le sujet de son intervention ce soir. Il est aussi le traducteur de ce recueil intitulé Schizo-poème, un recueil que j'ai eu le plaisir d'éditer l'année dernière, recueil signé, bien entendu, comme vous pouvez le voir, par Pata Shamoudja. Guillaume Métayer est poète et traducteur de poésie, lui aussi, et son expérience en tant que traducteur de poésie, il a récemment restitué dans un ouvrage intitulé À combat belle, ouvrage qui a été publié par la Rumeur Libre en 2020. Ces poèmes ont paru, bien entendu, en recueil, je cite Fugue, mais aussi Libre-jeu, avec une préface de Michel Deguy, publiée par Caractère en 2017, et en revue, dans de nombreuses d'ailleurs revues, et ils ont été traduits en une dizaine de langues. Guillaume porte
en français des poètes contemporains d'ailleurs, comme Christina Todd, Kemeny, Steger, Ale Steger, Andreas Unterweger, mais aussi des auteurs modernes et romantiques comme Peto, Fiotilo, Joseph, Nemes Nagy, sans oublier bien entendu un ouvrage tout à fait impressionnant de Nietzsche, poème complet publié par Les Belles Lettres en 2019. Guillaume est membre des revues Poésie et Place de la Sorbonne et il vient de créer aux éditions La Rumeur Libre la collection Poésie centrale qui, comme l'indique son intitulé, est consacrée à la poésie centre-européenne. Stéphane Lambion, notre dernier invité, écrit lui aussi de la poésie et il traduit de la poésie. Son premier livre, Bleu et Je te veux bleu, est paru chez l'Échappée Belle en 2019. Et son prochain livre doit bientôt être publié par la Crypte en collaboration avec les éditions Henry. Stéphane publie régulièrement des textes en revue et depuis 2020, il coédite lui-même la revue biannuelle de poésie Pont de Chute. Du côté de la traduction, il a publié 2 recueils, dont le plus récent, Plantation, du poète roumain Constant Tonegaru, vient de paraître aux éditions à Bordeaux. Nous avons fait le tour de nos invités et je vous propose qu'on attaque tout de suite la question du combat en poésie pour la liberté d'expression et bien sûr pour la liberté de création. Je commencerai par adresser plusieurs questions à Pata. Je vais bien entendu m'exprimer en français. Et Boris, qui a accepté, et je tiens à le remercier, qui a accepté de nous donner un coup de main, traduira pour Pata les questions en géorgien, bien entendu. Pata, ton troisième recueil de poèmes, celui que j'ai déjà cité, L'Antipo, qui a été publié en 2006 et qui se rapporte subversivement au célèbre Chevalier à la peau de tigre du poète national, et j'insiste sur ce terme, géorgien Shota Rustaveli, a engendré un scandale, lui aussi national, qui t'a valu à la fois des condamnations et beaucoup de notoriété. Et ce scandale s'est vraiment inscrit dans la durée. On a demandé que le livre soit frappé d'anathème. Des hommes politiques l'ont violemment condamné pour la manière dont il se permettait, disait-il, de remotiver la tradition. Et certains journaux t'ont traité, je cite, de traître et même de salaud. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer les enjeux qui ont sous-tendu ce scandale? Oui, merci. Bonjour encore. Je vais essayer de répéter à Pata en géorgien ce que Linda vient de lui poser comme question. Pata, გამარჯობა. გესმის? კარგად გესმის? გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. მიხარია თქვენთან რომ ვარ. ლინდას კითხვის გადმოთარგმნოს ვეცდები. დაიწყო იმით, რომ 2006 წელს გამოცემულმა შენმა მესამე ლექსების კრებულმა ანტიტრაუსანი სახელწოდებით, რომელიც ასე ვთქვათ დივერსიულად უკავშირდებაო ქართველი ეროვნული პოეტის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანს, გამოიწვია სკანდალი, ესეც ასევე ეროვნულიო, რომელმაც რისხვა და პოპულარობა ერთად მოგიტანა. მეტიც, ეს სკანდალი ხანგრძლივი, გრძელვადიანი გამოდგა და ითხოვდნენ, რომ ეს წიგნი ანათემასაც კი გადაცემულიყო ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა სასტიკად დაგმო. იგი ტრადიციის უპატივცემულობისა და დარღვევისთვის ჭალებში ციტირებით არის და ზოგიერთმა გაზეთში ციტირებო მოღალატედაც კი შეგრაცხეს. შეგიძლია აგვიხსნა ეს კონკრეტულად რამ გამოიწვია ეს სკანდალი და რა იყო სინამდვილეში ამ ტექსტის მიზანი? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ მომეცით ასეთი შესანიშნავი პლატფორმა საუბრისთვის.
მე მოკლედ ვიხდი ხო ბაჩანა. Cargue. Pata nous salue et il est heureux d'être sur cette magnifique plateforme, d'avoir toute tribune, si vous voulez, pouvoir s'exprimer. რაც შეეხება უშუალოდ სკანდალს, მაშინ ვიყავი უნივერსიტეტის სტუდენტი და ასე თავს დამეცა დიდი ამბავი ჩემ გარშემო და დიდი ხმაური, ვის წინააღმდეგი ზოგადად არ ვარ, რომ ჩემს გარშემო იყოს ხმაური, თუმცა ამ შემთხვევაში ვიყავი ფსიქოლოგიურად აბსოლუტურად მოუმზადებელი. Ce qui concerne ce soi-disant scandale autour de ce texte, alors à cette époque-là, j'étais encore étudiant à la fac, à l'université de Tbilissi, et c'était un bruit tumulte ou quelque chose qui m'arrivait brutalement. Je ne m'y attendais pas. Donc, il s'est arrêté là. Je suppose que c'était une surprise plus ou moins pour Pata. რაც შეეხება რატომ გამოიწვია სკანდალი, ხშირად ასეთი სკანდალები ტექსტებთან და ენასთან დაკავშირებული ხშირად არის ხოლმე ირაციონალური და მაგალითად რომ გავიხსენოთ ლიტერატურის ისტორია, აი მაგალითად შექსპირის ჰამლეტი, კრომველის დროს პურიტანებს აგდებდა შოკში. ახლა ასეთზე გავლენას არავისი არ ახდენს. სამაგიეროდ არისტოფანეს ზოგიერთი პიესა არის ახლანდელი მაყურებლისთვის შოკის მომღერალი და ბერძენ ზოგ ბერძენ მაყურებელს ასეთი გავლენას არ ახდენდა. Alors, en ce qui concerne l'origine de ces scandales, par quoi a été provoqué, et alors concrètement, il n'a pas de réponse toute faite, mais il pense que souvent dans l'histoire de la littérature, ou même en dehors des marges littéraires, ces genres de scandales étaient plus ou moins irrationnels. Quand il y a eu des rumeurs, des bruits, des indignations autour d'une œuvre artistique, ça a toujours été, ça n'a jamais été fondé complètement sur des raisons recevables, rationnelles, et ça reste toujours vague. Il y avait toujours des prétextes, sans doute. Et il a cité des exemples de Hamlet de Shakespeare, alors qui choquait les puritains à l'époque. Ensuite, tu as parlé d'Aristophanes et Hamlet d'Aristophane. ანუ არისტოფანეს ზოგიერთი პიესა ახლანდელ მაყურებლისთვის არის ზოგჯერ შოკის მომგვრელი და მაშინდელ მაყურებლისთვის არ იყო, ანუ შეიცვალა. Alors que des mises en scène des pièces d'Aristophane, c'était pas choquant à l'époque, et au contraire, ça l'est devenu dans la modernité, donc ça s'inverse, donc c'est complètement imprévisible, c'est un mélange du goût, sans doute. მაგრამ თუ უფრო ყოფიერ და საქართველოს შიგნით მიმდინარე პროცესებს ჩავუყრმავდებით, შესაძლოა პასუხი იყოს ის, რომ სკანდალი გამოიწვია რელიგიასთან შეხება. Alors, si on se plonge dans la réalité géorgienne, il est probable que ce scandale vienne des institutions religieuses. სწორედ რელიგიის, მაგალითად, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის, რომლის მრევლად თავს მიიჩნევს მოსახლეობის 90% და ყველაზე გავლენიანი ინსტიტუცია არის საქართველოში. მისმა წარმომადგენლებმა, არქიეპისკოპოსებმა გაზეთებში საპროტესტო წერილი დაწერეს და წიგნის აგრძელვა მოითხოვეს, ასევე თქვათ სხვა ორგანიზაციები, ერთმა ორგანიზაციამ წიგნი დაწვა ფიზიკურად, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირმა. Alors, quand je parlais des institutions religieuses, notamment l'orthodoxie représente 90% de la population, de la paroisse, qui représente aussi des électeurs, ensuite politiquement. Et puis, les hauts représentants religieux ont publié des textes d'indignation en rapport avec mon œuvre. Et donc, forcément, ensuite, vous voyez cette majorité qui écoute, si pas absolument, mais qui est plus ou moins
sous l'influence, qui croient sans y apporter un esprit critique, par exemple, dans ces déclarations de ces hauts représentants religieux, ça a été récupéré ensuite et c'est comme une avalanche, ça s'est déroulé. პრინციპში პრეზენტაციაზე მოეწყო სკანდალი, რომელიც მოაწყო ასევე რელიგიურმა ექსტრემისტულმა რელიგიურმა დაჯგუფებამ, რომლის წევრები ცდილობდნენ რომ ჩაიშალათ ჩემი საღამო, უბრალოდ ჩემი მკითხველები უფრო გადარულები აღმოჩნდნენ და ეგენი გაყარეს. რაც ცოტა მოულოდნელი. Même à la présentation même du recueil, il y a eu une sorte de tentative de diversion, enfin de faire arrêter la présentation. Il y a eu tentative d'intervention, mais ça s'est plus ou moins bien passé. On a réussi à présenter le livre quand même. ხო, ну, ტექსტის დაწერის მიზანი მე უფრო ლოკალური მიზანი მქონდა, სიმართლე გითხრათ. მე უბრალოდ მინდოდა ჩემი რეფლექსია მქონოდა ვეფხისტყაოსნის შესახებ, რომელსაც იმ პერიოდში მასწავლიდნენ უნივერსიტეტში და არ მომწონდა ის, როგორც მასწავლიდნენ, ამიტომაც შევქმნი ჩემი ვერსია. Alors, ce qui concerne le but de mon écrit, s'il peut y avoir un tel, parce qu'il s'agit quand même d'une œuvre artistique, ça peut aussi inspirer, sans un but vraiment tout à fait clair. Donc, mais si on peut quand même en parler d'un but, ça serait, c'était la tentative d'une réflexion différente, de voir d'un autre point de vue, d'un autre angle, cette œuvre absolument nationale, importante, je confirme. Et alors que ce qu'on m'enseignait à la fac, enfin dans les études secondaires ou même supérieures, ces versions, ces explications de ce texte-là, l'analyse de ce texte qu'on offrait aux étudiants ne me satisfaisait pas et je voulais m'y voir autrement, l'approcher autrement, l'expérimenter, sachant que de tels textes qu'on se considérait presque sacrés, il faut se contenter de lire et pas de faire d'interprétation personnelle. მე დროის შეგრძნება არ მაქვს, ამიტომ უნდა მანიშნოთ ან მითხრათ ხოლმე, თუ კი ამოიწურება ჩემი დრო, მე არ მინდა რომ წავართვა ჩემს კოლეგებს დრო და მათი დროით ბოროტად ვისარგებლო. Tandis que s'il est en train de dépasser, il ne voudrait pas voler le temps aux autres. Non, non, pas du tout. Il n'a pas à s'inquiéter. Don't worry, Pata, there's no problem. Okay. But please, can you tell us why were they so shocked? Yeah. Pourquoi étaient-ils si choqués? Qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce qui a provoqué exactement cette réaction quand même violente? Choqué à cette fois. თავზარი დაეცათ და აღშფოთდნენ ბევრი ტერმინი შეიძლება გამოვიყენოთ. რამ ჩააგდო შოკში ეს პუბლიკა? თუ შეიძლება არც კი მკითხველი თუ წაიკითხეთ. კი, ანუ პრობლემა რაც მათი მხრიდან წამოვიდა იყო ტექსტის არასწორი ინტერპრეტაცია, როგორც წესი ასე დროს როგორც ხდება ხოლმე. ბუნებრივია ეს ხო რელიგიური თემების გადამუშავება, რაც ფაქიზი თემა არის და მე არც ისე ფაქიზად გადავამუშავ როგორც აღმოჩნდა და გარდა ამისა ეროტიკული პასაჟის შემოტანა კლასიკურ ლიტერატურის ინტერპრეტაციისას, ეს კლასიკური ლიტერატურაც არის ასევე რელიგიის დონეზე, კონკრეტულად ვეფხისტყაოსანი საქართველოში. Alors c'était une mauvaise interprétation du texte que je proposais d'après eux, qui me fustigeaient pour cela, et alors que c'est le fait d'oser de retravailler des thèmes religieux, parce que c'est une œuvre bien entendu de l'époque, du XIIe siècle. Alors donc il y a quand même présence des passages liés directement ou indirectement à la religion ou autre. Donc Pata a osé de retravailler tout ça, et comme c'est un thème sacré, il fallait pas le faire, et surtout qu'il aurait introduit des passages érotiques dans ce grand classique. Donc ça a été complètement suffisant pour une indignation de cette lecteurs de cette paroisse, comme vous voulez les désigner. Oui, je comprends très bien. Donc, il y a cette dimension iconoclaste qui a posé problème.
pour ainsi dire, mais quelle a été de l'autre côté de la barricade, disons, la réaction du public face à ces condamnations? De l'autre côté de la barricade, de l'autre public. Oui, de l'autre public, oui. Oui, là, on parle d'une une grande majorité. Alors, je pense qu'il en reste heureusement de l'autre côté aussi, mais c'est aussi là. Bon, je vais traduire à Pata. Alors, მეორე მხარეს რა ხდებოდა იმ ბარიკადების მიღმა თუ არის ასეთი რამე და ყველა ხომ არ აღშფოთდა რა, ყველა ხომ არ უძნია თავის შეურაცხყოფილად, რადგან კლასიკური ტექსტის რელექტურა გააკეთე, ასე ვთქვათ, ხელახალი გადაკითხვა, გადაწერა, რაც მხოლოდ შენს წინ ეხება და არა ამ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში თქვათ პირდაპირ ვეფხისტყაოსანს რა. უნდა ითქვას, რომ თითქმის 100%-იანი დადებითი გამოხმაურება მქონდა ლიტერატურული და პროფესიული წრეებისგან. უბრალოდ ეს არის ძალიან დიდი უმცირესობა საქართველოში. სამაგიეროდ ქართულ ეკლესიას შეუძლია რომ მოსახლეობის 90% დარაზმოს შემწინააღმდეგ. Il y a eu 100% de soutien de l'autre côté de la barricade, mais ces 100%, c'est très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux, ces gens. Mais c'était des gens qui étaient assez sensibilisés à la question, dont la vie et l'opinion comptaient pour moi. და მაშინ სხვათაშორის ჩემი გოგო მეუბნებოდა, ჩემი შეყვარებული, რომ მე მგონი სიტუაცია ისე წავიდა, რომ რაღაცა უნდა მოვიმოქმედოთ, რომ შევაჩეროთ ეს სრული სიგიჟეო და მე ვუთხრა, რატომ უნდა შევაჩეროთ, ეს რომ მშვენიერი არის, აი ჩემს ბიოგრაფიას წერენ თავიანთი ხელებით. თუმცა გულის სიღრმეში მეშინოდა წარდება. Ma copine me disait que c'est quand même une folie et il faudrait quand même qu'on puisse arrêter, que tu puisses arrêter cette folie. Mais Pata répondait que non, c'est beau tout ça, puisqu'ils sont en train de rédiger ma biographie et moi, je n'ai plus rien à faire, c'est eux-mêmes qui l'écrivent. I see that you are smiling. When you remember all these things, you are talking about it in a very playful way, as you always do. Yeah. Je suis en train de dire qu'il sourit quand il évoque ces choses quand même assez dures, et c'est vrai qu'il aborde la question d'une manière très ludique. Et en fait, je pense que c'est ce qui caractérise aussi sa poésie. Je voudrais d'ailleurs, pour que vous puissiez vous en rendre compte, on peut vous lire un texte qui n'est pas tiré de ce recueil, de l'Antipo, mais qui reprend parfaitement cette problématique. Il s'intitule « Le génie ». Le génie. Ce matin, en sortant de mes rêves tourmentés, j'ai découvert que je m'étais transformée en un fabuleux génie. Psychologiquement parlant, j'ai toujours été prêt pour cela. Mais j'ai tout de même vérifié. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai examiné mon apparence. Manifestement, je suis un génie. J'ai même les épaules qui tombent comme il convient à un honnête titan, sans parler de mon sourcil gauche qui rebique. Je sors dans la rue et me protège à coups de coude des hordes de filles amoureuses de moi. Mon Dieu, qu'elles sont nombreuses, quelle est dure la vie, comment résister à autant d'amour? L'escorte présidentielle s'arrête devant moi. Le chef d'État descend. Je l'accueille en l'embrassant comme un chef. Il embrasse pour sa part ma main de génie. Je ne le laisse pas s'agenouiller devant moi. Je suis un génie bien humble. Le patriarche me bénit, tandis que Pata Burchuladze fait circuler un hélicoptère, une icône faite à mon image. Les femmes cachent mon portrait dans leur soutien-gorge. Je
n'est pas à me plaindre. Certes, je n'ai pas un physique d'ange et si j'avais eu le choix, je me serais choisi avant tout un corps bien plus gracieux, musclé et autant allé, et mon nez aussi qui est tout à fait énorme et sur lequel repose pratiquement tout le code génétique géorgien, aurait été plus court, Camus à la Don Juan. Mais tant pis, je fais avec, je ne suis qu'un génie et je dois m'en contenter. Pata dans la traduction, bien entendu, de Boris. Merci. Je voudrais Pata, te poser une autre question. Comme je l'ai déjà précisé, l'un de tes thèmes de prédilection est, je te cite, la schizosociété. Une société dont tu soulignes toujours par touches allégoriques et ironiques, souvent très acérées, malgré leur dimension toujours ludique, tous les torts. Et dans cette perspective, tu écris une sorte de poésie engagée, même si ton approche du concept même de poésie engagée est chez toi amplement remotivée. Quel est, selon toi, le rôle que peut jouer aujourd'hui la poésie et plus généralement la littérature au sein de la société? Et je m'adresse à toi non seulement en ta qualité de poète, bien sûr, mais aussi en ta qualité de président du PEN géorgien. Merci. Pata შენი გენიოსი წაიკითხა, სანამ კითხვას დასვამდა, ლექსი თარგმანი უბრალოდ ფრანგული. და შემდეგ კითხვა, რომ ესე იგი შენი ერთ-ერთი საყვარელი თემაა შიზოგადოება ჭალებში. ეს არის საზოგადოება, რომელიც ნაკლოვანებების გამოკვეთას ცდილობ შენს ტექსტებში. ალეგორიული თუ ირონიული, ხშირად ძალიან მკვეთრი შეხებებით, მიუხედავად მათი ერთგვარი გასართობი ხასიათისაც კი. ამ გადასახედიდან შენ წერ ანგაჟირებულ, ასე ვთქვათ, მებრძოლ პოეზიას. მიუხედავად იმისა, რომ თავად პოეზიის ანგაჟირებულობის კონცეფცია შენში კრიტიკულ მიდგომას იწვევს. და შენი აზრით, რა როლი შეიძლება შეასრულოს პოეზიამ? ზოგადად ლიტერატურამ, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თუ შეიძლება რომ უპასუხო როგორც არა მხოლოდ როგორც პოეტმა, არამედ როგორც ქართული პენცენტრის პრეზიდენტმა. კი ბატონო, მადლობა. უბრალოდ მე ორი სხვადასხვა პასუხი შეიძლება მქონდეს როგორც პოეტს და როგორც პენცენტრის პრეზიდენტს და რომელმა ვუპასუხო. ეს შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ იყო უიღბლო ხუმრობა პაჩანა. ჩემი ხმა გესმით? Do you hear Is my there a voice? problem? Is there a problem? I think we lost our translator. We lost the translator. Boris, tu es toujours là? C'est bon, là, ça vient de se brancher, il y a eu un problème. Okay. საიდან არ გესმოდა ბაჩანა? ხო, ანუ მე ვთქვი ესეთი რამე, რომ ხო, მე ვთქვი ესეთი რამე, რომ შესაძლოა ორი სხვადასხვა პასუხი მქონდეს, როგორც პენცენტრის პრეზიდენტს და როგორც პოეტს. Il peut y avoir deux réponses différentes en tant que poète et en tant que président du pen club. ამ შემთხვევაში გიპასუხებთ როგორც პოეტი. Là, il nous répondra comme poète. ხო, საქმე ისა რომ მე არ ვარ მომხრე რომ გადაჭარბებული ცრუ მოლოდინი გქონდეს ლიტერატურის მხრიდან და ლიტერატურის ზეგავლენის შესახებ განსაკუთრებით ჩვენს დროში. I think we still lost our Pachena. Lost him again, Boris. I can say it in English if that's fine. I don't know. Say it in English and I try to translate it then. Okay. That's complicated, I know. Yeah, I don't support the idea that literature has, some big influence over the society, especially contemporary society, which is completely
left without any poetry, poetical life, and so on. I remember several years ago, Noam Chomsky, the philosopher, tweeted Howard Zinn's famous phrase, "They have guns, we have poets, therefore we will win," which is not true, actually. Let me please translate, because I'm going to forget all that. Pata n'est pas tout à fait d'accord avec, en tant que poète, il a précisé avec l'idée que la poésie puisse jouer un véritable rôle dans la société, dans cette société qui est la nôtre et qui est privée de poésie, d'images poétiques, a-t-il ensuite ajouté. Et il pense à un grand philosophe qui a affirmé nous avons des armes, nous avons la poésie, nous allons donc gagner. Et il n'est absolument pas d'accord avec cette approche de la question. Mm-hmm. But there was some moment in our history when books were much more influential, like in 20th century, in 19th century. When, for example, you all know the fact that when the young Werther's Passion was published, it was banned in many countries because people, mostly young people, just killed themselves after reading this book. Now, unfortunately, books don't kill. What book are you talking about? I didn't hear. It's Johann Wolfgang Goethe, Young Werther's Passion. Ah, oui, Werther. Yeah. Okay, so I didn't hear it, sorry. Mais il pense qu'en revanche, bien entendu, et cela est tout à fait évident, que la littérature a joué un rôle très important au XXe siècle, mais aussi au XIXe siècle. Il pensait précisément à Werther et au rôle absolument fondamental que ce livre a pu jouer pour la littérature. Et il a ajouté aussi que certaines personnes, après avoir lu ce livre, se sont tuées. And now your answer is the president of the pen club, which is different, if I understand well. Yeah, it would be a little bit different, because I think that freedom of expression is something we should, be careful with. It is something very key and pivotal moment in our life, especially today when we see in many countries how this freedom of expression is restricted. And I, as a citizen, sometimes censor myself, restrict freedom of restriction of freedom of expression, my own freedom of expression, to make myself safe, make society safe, and so on. But when I write, I don't think things about that. I write without any restriction, without any limits. That's probably how most of the poets do. Je vais essayer de résumer tout cela, ce qui va s'avérer compliqué. En tant que président du PEN géorgien, il doit bien entendu nous donner une réponse légèrement différente, dans la mesure où, bien entendu, il est absolument fondamental de défendre la liberté d'expression, surtout à présent, quand dans de nombreux pays, il y a tellement de restrictions que nous connaissons très bien. Mais il sait aussi que, en tant que citoyens, nous devons tous le faire. Mais en même temps, il se rend compte que justement, en tant que citoyen,
Parfois, pour ne pas blesser, par exemple, il peut faire appel à une sorte d'autocensure, alors que, par exemple, quand il écrit, il n'y a absolument pas d'autocensure. Elle est entièrement bannie. Mm-hmm. Now, I think but in fact, there's Bachana no will help us. contradiction. There's no contradiction between the two points. Yeah. So, of course, but this is what you do in your poetry. You are taking action by writing, in fact, for the freedom of expression. Mm-hmm. I think so. In fact, that's true. That's true. Bachana, can we continue in Georgian, because it's a little bit easier to me. Yeah. აი გამოხატვის თავისუფლებაზე ვლაპარაკობდით და ხშირად ხდება ხოლმე რომ ეთიკური და ესთეტიკური აირება ხოლმე ერთმანეთში და ამ დროს ჩნდება გაუგებრობა. Donc, on parlait de la liberté d'expression et il arrive souvent qu'on mélange, qu'on fait un amalgame entre l'éthique et l'esthétique et ça provoque des malentendus. C'est porte ouverte aux malentendus. იმიტომ რომ როგორც წესი ეთიკური გულისხმობს სოციალურ კონტრაქტში შესვლა, სოციალური კონტრაქტის ნაწილად ყოფნას. როდესაც მე ლექსს წერ, მე არ უთანხმდები არავის, არ შევდივარ არავისთან სოციალურ კონტრაქტში, პირიქით ცდილობ რომ ამ კონტრაქტს რაღაცნაირად ბზარი გავუჩინო და გავზარდო შესაბამისად გამოხატვის თავისუფლების მიჯნა. L'éthique veut dire contrat social. Alors quand j'écris un poème, je n'ai signé aucun contrat avec la société ou qui que ce soit. Thank you, Pata, for your answer. And now we are going to speak a little bit, I think, about the translation of your poems into French, which is another adventure. Je voudrais à présent qu'on parle un peu de la traduction des poèmes de Pata en français, qui est en elle-même une sorte d'aventure, parce que bien entendu, les libertés linguistiques, mais aussi thématiques qu'il assume, en tant qu'auteur peuvent engendrer de très grands défis traductologiques. En fait, pour Boris, il a fallu, bien entendu, essayer de traduire de manière fidèle le texte autant que possible, bien sûr, mais aussi rendre en même temps les parodies, les allégories ironiques dont use Pata de manière tout à fait constante, mais aussi cette conjugaison constante du ludique et des critiques très acérées. Est-ce que ces libertés qui fondent vraiment la poésie de Pata ont-elles influé sur tes traductions? Est-ce que tu as rencontré des obstacles ou pas d'ailleurs? Mais si tu en as rencontré, comment les as-tu surmontés? Merci pour cette question. Tout à fait. Il y a eu les deux. La liberté que respire la poésie de Pata qui a influé mes traductions et aussi bien que je me suis heurté à des obstacles, bien entendu. En effet, toute cette richesse lexicale, le dynamisme narratif, flux continu de métaphores, épithètes, hyperboles, allégories, en général, un haut degré d'expérimentation langagière, si je peux dire comme ça, de la langue du moins, ça pose des difficultés a priori à un traducteur. Et parce que Pata, justement, tu as bien remarqué que enfin, je suis du même avis qu'il lutte pour la liberté dans la langue elle-même, en tout en menant, mais pas parallèlement, c'est simultané en fait. C'est en même temps une lutte, disons, sociale, comme on peut en mener en écriture, tout en faisant la langue. Alors, réévaluant, tout en réactualisant cette langue. Alors, j'aimais sa poésie avant de me mettre à traduire,
Donc, je l'avais étudié, analysé, écouté, des débats, des discussions, etc. Donc, je savais à quoi, ce qui m'attendait. Hein. Donc, alors, tu as aussi bien dit que c'est un mélange délicat du comique et du tragique que Pata nous propose, comme un message social, hein, je me répète, un slogan même, plein d'ironie amère. Hein, c'est jamais simplement juste une ironie, c'est une amertume qui vient avec d'autres adjectifs qu'on peut employer. Donc, par conséquent, techniquement, forcément, les poèmes de Pata Chamoudia était l'un des plus difficiles hein, dans les quelques dizaines d'auteurs dont j'ai travaillé. J'ai eu l'occasion de traduire les textes. Donc, j'avais rarement eu besoin d'utiliser autant de manuels, par exemple, d'approches linguistiques ou de formes d'interprétation ou de théories même, si tu en existait une en traduction. Donc, en tout cas, il y a des points de vue. Donc, j'avais potassé tout ça particulièrement, ce que je ne faisais pas d'habitude hein, en traduisant la plupart de mes auteurs. Et donc, c'était les cas où tous les moyens étaient bons hein, pour arriver à joindre les deux bouts. Et alors, mais j'ai très vite compris que ce qu'il fallait traduire, c'était la liberté elle-même, en fait. C'est la liberté. Si vous voulez, on peut supplanter ça par l'âme, hein, ou traduire l'âme de son poème, disons, par exemple, dans le style de poésie, Fleur bleue ou autre, mais c'est à peu près la même chose que c'est la liberté, son âme, si on peut qualifier d'âme quelque chose dans sa poésie. Donc, c'est cette liberté qu'il fallait transmettre. Donc, c'était du coup plus une adaptation souvent, tout en restant tout à fait proche du texte autant qu'il fallait et aussi lointain qu'il fallait, aussi proche que possible, mais j'ai dû aller aussi loin qu'il fallait des fois. Puisque, par exemple, notamment remplacer un terme par un autre pour sauver le même sens, parce qu'en traduisant littéralement, ça le trahissait, c'était plus une trahison que d'être fidèle à l'œuvre originale. Donc, alors, c'était aussi le cas, tu parlais des difficultés, justement, les principaux obstacles, c'est que c'était le cas où le traducteur ne peut pas s'aider seulement de sa technique ou de sa précision ou d'intuition, si vous voulez, mais il a besoin il y a un moment de chance aussi, où j'ai eu de la chance d'avoir suffisamment de trouver ou de repérer suffisamment de ressources qui est tout simplement ces ressources dans la langue française, parce que il s'agit quand même complètement d'une autre langue, hein, avec une structure, une syntaxe, mais c'est complètement à l'inverse, c'est différent, c'est très, très, très différent du français, donc par exemple plus différente que français du Portugal, puisqu'ils partagent le même alphabet latin, alors que géorgien se contente de son alphabet propre à lui, donc ses histoires grammaticales très particulières. Donc, ça tombait bien. De toute façon, c'est la liberté qu'il fallait traduire. Donc, or, il n'y a aucun manuel qui enseigne comment traduire la liberté. Donc, j'ai eu ces moments de chance aussi. Par exemple, ce que je veux dire par des cas de chance, des mots qu'il utilise ou des expressions tout simplement qui n'existent pas telles, mot à mot. En français, on ne peut pas, il faudrait formuler autrement pour transmettre le même sens. Or, il faut absolument utiliser les mots utilisés dans l'original, dans cette expression, parce que ça fait écho, ça va de pair avec d'autres passages de la même œuvre. Donc, c'était assez complexe. Mais des cas de chance, par exemple, quand il y a une phrase comme « corbeau au beau corps », c'est ce qu'il dit en géorgien, mais c'est pas sûr ça se redise de la même manière exactement en français. Ou alors, il n'y a rien que j'explore aussi obstinément que le rien. De plus, j'ai toujours voulu écrire un poème qui n'aurait rien pour fin. Et cette fois, mine de rien, je pense être sur le bon chemin. Rien que cette expression, encore, j'ai employé rien sans faire exprès, mine de rien, parce qu'il fallait le mot rien, tout simplement, qui existe dans le français, c'était un moment de chance. Alors, je ne parle pas des jeux de sons, des phonèmes, si on peut dire, ou qui étaient relativement faciles à traduire, mais quand même, qu'il fallait aligner avec les mêmes objets, les mêmes sons. Enfin, la chouette chevêche dans les chuintements et le méchant charmant au chapeau charbonné.
ou des poèmes où coexistent polyphonie géorgienne, Bukowski, Kenzaburo, coriandre, thym, trois gousses d'ail. C'est une liberté totale. Ça veut dire avec toutes ces difficultés qui présentent un défi à relever pour un traducteur, il offre à ce même traducteur une sorte de liberté d'interpréter de mille manières, en fait, son texte. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais c'est ce que j'ai vécu en traduisant ces poèmes. Alors, la liberté, justement, dont on parle ici, et que Paata offre dans ses écrits, justement, il l'offre aussi à son traducteur. Et alors, je vais pas dresser ici un panorama de la poésie géorgienne, ni faire un zoom sur les tendances et contextes de lutte au travers des œuvres poétiques géorgiennes, mais je dirais en deux mots que dès la chute de l'URSS, il y a eu une débordante activité d'écriture, véritable assouvissement d'une fin littéraire causée par la censure soviétique de plusieurs décennies quand même. Et donc, auteurs tabous sont devenus enfin disponibles, apparaît l'embarras du choix pour le lecteur, la possibilité de se faire le goût par lui-même. Et donc, avant ça, il y avait tout simplement la censure d'État très ferme, donc la liberté d'expression était plus ou moins exclue, sinon on allait à Goulag ou autre, en fait. Donc, c'était, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas d'effet de lutte pour la liberté, mais ce que je vais surtout remarquer, que c'est ensuite, alors on croyait que ça y est, on était libre de nous exprimer dans nos œuvres comme on voulait. Non, c'est justement là qu'il fallait lutter, il fallait, si vous voulez, continuer à lutter, mais alors lutter autrement, de manière nouvelle, puisque la censure non écrite, non énoncée était là. Et la censure publique dont justement était victime disons, c'est pas une censure, en tout cas c'est une indignation, enfin qui te censure dans tes prochaines créations parce que tu crains ça, tu pars à ta cour, un réel danger en écrivant des textes qui ne méritent pas du tout ça en fait. Donc même pas cette indignation, évidemment, ça ne mérite jamais ça, mais je pense que s'ils avaient lu ces œuvres vraiment, enfin ils n'auraient jamais eu cette réaction. Alors, s'il faut quand même parler d'un terrain concret de lutte dans la poésie de Paata Shamogia, de lutte pour la liberté d'expression, alors justement, on a évoqué plusieurs fois, donc je me répète, mais j'insiste là-dessus, c'est clairement le terrain de la laïcité, du sécularisme, si vous voulez. Parce que la Géorgie actuelle, en Géorgie actuelle, c'est là qui a la ligne principale de front, et Paata, il y est au cœur du combat. Et c'est le terrain le plus miné pour mener une lutte pour la liberté de conscience, pour la neutralité de l'État, pour l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou de conviction. Donc, alors, c'est l'un des principaux problèmes de l'État géorgien. Alors que ça serait une condition nécessaire à l'émancipation sociale et politique, cette vraie séparation de l'Église et de l'État, ce qui est de fait en Géorgie, mais voilà, il y a des problèmes réellement, il y a des problèmes, ce n'est pas tout à fait le cas. Réforme laïque. Donc, par conséquent, ce genre de poésie, tout comme des débats publics, qu'il faudrait organiser sans doute assez souvent, devrait contribuer à sensibiliser le public à cette question et à rendre cette intermanipulation de ces institutions à réduire. Ça, ces manipulations et leurs spéculations sur les malheurs humains. Donc, alors, ça a été un peu politique, mais l'œuvre de Paata, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, alors, je vais finir par aller à l'intérieur des poèmes même, en vous emmenant quelques citations, quelques passages, en essayant de commenter moi-même, donc mes traductions même des poèmes de Paata qui font partie de ce que Linda nous a montré, de ce recueil, Schizopoème. Alors, il a un poème qui s'appelle La non-survie. D'ailleurs, son nouveau recueil qui est sorti, son 7e, si je ne me trompe pas, son 7e recueil s'intitule comme ce poème, La non-survie. Donc, il nous dit que même si Dieu protège la ville, c'est en vain que les gardiens restent éveillés, personne ne survivra. Ensuite, il y aura les murs qui sortiront leur langue fourchue et diront tout ce qui était jusqu'à présent
embarrassant à dire. Il va au cœur du sujet. C'est édulcoré, un peu, disons que c'est un euphémisme que de dire ça, embarrassant, il pourrait dire plus durement, non, mais ça ne manque pas dans sa poésie. Ce sont des sujets qui fâchent, qui choquent, qu'il aborde, donc c'est habituel pour lui. Les prieurs ne pourront plus lire les prières, les politiciens ne pourront plus hisser la voix et dégueuleront à la place des sons leurs amygdales en sang. Les mots s'alourdiront comme des pierres. Les mots, c'est très lourd pour ceux qui n'aiment pas les entendre, justement. Donc, et puis très important, les nourrices abandonneront les nourrissons, porteront des fusils comme des croix sur l'épaule et béniront chaque passant au moyen des balles et donneront aux morts la bénédiction ultime. Personne ne survivra. On voit ici la fusion, le mariage de deux institutions, si vous voulez, militaires et religieux. On peut parler de Rouge et Noir ou d'autres. On peut avoir d'autres interprétations. De toute façon, il offre une liberté. Mais là, ce qui est clair, c'est que c'est justement du moment où ça devient vraiment, vraiment très dangereux. On en est, c'est quand cette répression s'arme en plus pour contraindre, cette dogme s'arme. Donc, une fusil et croix dans le même contexte. Alors, il a un poème, donc pas attaquant courant un danger, un réel risque. Il n'écrit pas. Quand il écrit, quand il fait un poème, c'est qu'il le commet. Il ne l'écrit pas, il le commet. Dans son mise en cause, comme un malfaiteur qui retourne sur les lieux de ses méfaits, comportement classique d'un criminel, je retourne souvent à ma table pour écrire. Donc, il avoue qu'avoir commis plus d'un poème et vouloir en commettre d'autres, inutile de le cacher. Je cite, j'ai même commis certains de ces poèmes avec une cruauté particulière et avec préméditation, mais j'avoue être un poète en série. Mais je ne regrette rien. Il ne regrette pas son acte de liberté. Et pourtant, il jure de dire la poésie, uniquement la poésie, et rien que la poésie. Mais même en poésie, dans la langue même, comme j'avais dit, qu'il lutte, il réévalue, il réactualise, c'est un poète d'affaires, il va et vient dans la langue même, il signe des contrats d'affaires avec les verbes et les noms, il conclut des alliances avec les interjections, etc. Et il essaie d'éradiquer le séparatisme, l'éloignement entre la langue, soit l'État, et l'homme, soit l'homme. Il fait une éloge de la bêtise. C'est une liberté aussi. Donc, rien que le fait de faire l'éloge dans le contexte dont on parle, de la bêtise, alors surtout, c'est des institutions évoquées qui touchent, qui vont ensuite censurer tout cela de manière indirecte. C'est un acte de lutte. Alors, il est justement plusieurs. Il est innombrable. Son visage s'est doté de 1000 bouches qui peuvent désormais prononcer 1000 bêtises en même temps. Et chaque bouche fait entendre une vérité différente. Comment brouiller autant de bouches? Comment provoquer un choc éthique? Et cela lui fait du bien. Et de prononcer ces innombrables bêtises et qu'il répande sur la planète la lave condensée de cette bêtise. Je vais peut-être en finir, j'ai cité un autre exemple. Pardon, Linda. Il s'agit des oiseaux géopolitiques, le poème assez grand, où avec des métaphores, il parle des oiseaux, de leurs couches ou castes différentes dans leur société d'oiseaux, et évidemment, il les compare aux hommes. Et il y a des oiseaux conservateurs, il y a des oiseaux alternatifs. Les conservateurs pour qui tout gazouillement étranger est un mal, et des oiseaux alternatifs qui se révoltent contre les normes établies par la communauté. Et il y a aussi des populistes oiseaux qui font des gazouillements démagogiques et sonnent toujours les sujets gagnants. Le monde est plein d'injustices, en fait, d'oiseaux ainsi que de monde d'hommes, mais
De plus, tous ces oiseaux différents courent un danger commun. Je cite, « Que feront les oiseaux quand la Russie mettra en marche son arme nucléaire? Rien, ils mourront. Et que feront les hommes quand la Russie mettra en marche son arme nucléaire? Rien, ils mourront aussi. » Là voilà la différence. Merci. Merci Boris, merci beaucoup pour ton intervention tout à fait éclairante, parce qu'on voit bien que Pata respecte très bien ses engagements, parce qu'il ne dit que la poésie, rien d'autre que la poésie. Mais justement, en disant la poésie, je pense qu'il dit, qu'il englobe en fait énormément de vérités des plus inquiétantes, parfois très tristes, comme tu l'as également dit. Et j'ai beaucoup aimé cet exemple qui est en effet plus que judicieux, la non-survie, où on voit bien que la traduction est vraiment fondamentale, justement pour qu'on puisse voir les deux critiques, enfin les deux pistes, on va dire, que suit la critique de la poésie de Pata. Il y a d'un côté les institutions religieuses, bien sûr, et ensuite les canons étatiques. Et encore une fois, là, et là, ça se voit parfaitement, la traduction est tout à fait essentielle. Donc, encore une fois, merci Boris. Et justement, comme on a parlé de traduction, je voudrais donner à présent la parole à Guillaume, qui nous parlera, bien entendu, également de traduction, mais qui se consacrera à un autre domaine linguistique. Guillaume, est-ce que tu es là? Absolument, je suis là. Absolument, mais distanciellement, présent. Merci Guillaume d'être là avec nous. Comme je l'ai déjà précisé en présentant Guillaume, il a traduit des auteurs autrichiens comme Andreas Unterweger, slovènes comme Aleš Steger, mais son vrai domaine de prédilection est quand même le domaine hongrois, et c'est précisément de ce sujet qu'il nous parlera. Il nous parlera de la mémoire de l'insurrection de Budapest de 1956, en mettant en perspective des auteurs de cette époque-là, bien entendu, et leurs textes engagés, et des auteurs contemporains que vous connaissez d'ailleurs très bien, dont nous avons eu l'occasion de parler il n'y a pas si longtemps, et ce, malheureusement, Open Club, mais je vais laisser Guillaume nous présenter tous ces points en détail. Merci beaucoup Linda, merci à toutes et à tous pour votre attention, merci Open Club pour son invitation. Oui, donc moi je vais vous parler de Hongrie. La question de la liberté d'expression est importante, et ce depuis longtemps. Tout à l'heure, tu parlais de la nouvelle collection, et en effet, je faisais un peu de publicité, je montrais l'un des volumes, le deuxième volume, je ne sais pas si on le voit dans le bon sens ou à l'envers. On le voit bien, non, il n'y a pas de souci. Et puisqu'on parle de liberté d'expression, elle a fondé, après la Seconde Guerre mondiale, une revue de poésie et de littérature qui s'appelait Nouvelle Lune, Újhold, et qui a été très rapidement arrêté par les autorités de l'époque, donc en 1948, sauf erreur, après quelques numéros seulement. Et c'est là d'ailleurs que se rassemblaient des voix très intéressantes que vous connaissez, comme János Pilinszky, mais aussi Ivan Mandy, ou encore Örkény, que vous connaissez peut-être aussi. Alors, justement, moi, j'aimerais faire un petit flashback dans cette Hongrie des années 50, à partir d'un poème particulier qui montre d'ailleurs comment la question de la liberté d'expression est à la fois liée à est liée à la fois à des passages de frontières. Je dirais passages de frontières linguistiques, spatiales et temporelles. En l'occurrence, un des poèmes qui est probablement l'hymne, on pourrait dire l'hymne de la révolution, de l'insurrection hongroise du 23 octobre 1956 face aux troupes soviétiques, face au gouvernement stalinien de Hongrie qui a reçu le soutien de
l'Union soviétique à l'époque. Ce poème, par excellence de cette révolution, de cette insurrection, s'appelle « Une phrase sur la tyrannie ». C'est un poème de Gyula Ilyesh, qui a été un poète d'ailleurs publié par les éditions Segers, à la grande époque de Segers. Et c'est un poème qui est particulièrement intéressant pour pas mal de raisons. D'abord parce que c'est un très beau poème. Ensuite parce qu'il a été traduit par deux poètes français. Un poète français qui a beaucoup traduit de la poésie hongroise. On avait discuté avec Sylvestre, qui est Jean Rousselot, mais aussi par un autre poète français et non des moindres, Jean Follin. Donc, en quoi consiste ce poème, Une phrase sur la tyrannie? Eh bien déjà, comme son nom l'indique, il consiste en une phrase. C'est un poème d'une seule phrase, mais qui est étendu sur 45 quatrains. 45 quatrains anaphoriques, en l'occurrence. Je vais vous en lire un peu, je ne vais pas tout vous lire parce que le temps ne nous le permettra pas, mais je vous engage bien sûr à le retrouver, ce poème. Je pense que vous le trouverez assez facilement sur la toile, parce que c'est un poème culte. Donc, une phrase, si vous ne le connaissez pas déjà, une phrase sur la tyrannie. Là où il y a tyrannie, tyrannie il y a, pas seulement à la gueule des fusils, pas seulement en prison. Il y a tyrannie, pas seulement dans les chambres d'interrogatoire, ni dans la voix de la sentinelle criant dans la nuit, pas seulement dans le réquisitoire sombre et fumeux, pas seulement dans les aveux et le morse du prisonnier, pas seulement dans la sentence glacée du juge prononçant coupable. Il y a tyrannie, pas seulement dans le garde-à-vous, dans ce cri de la raideur militaire, feu, dans le roulement du tambour, pas seulement dans la façon dont un cadavre est balancé dans la tombe, pas seulement dans les nouvelles chuchotées avec peur à travers des portes furtivement entr'ouvertes, pas seulement dans le doigt devant la bouche qui veut dire « tais-toi ». Il y a tyrannie, tyrannie encore, pas seulement, etc. Je passe un petit peu, c'est un peu du charcutage, je suis désolé, mais pour avancer, pas seulement dans les corps de l'opéra, dans les pierres des statues, tout aussi tonitruantes que mensongères, dans les couleurs, les salles d'exposition, dans chacun des cadres, et déjà dans le pinceau, pas seulement dans le bruit discret d'une voiture qui glisse dans la nuit, dans le fait qu'elle s'arrête au portail, là où il y a tyrannie, elle demeure présente et partout, plus que ton Dieu d'autrefois. Il y a tyrannie dans les crèches, les conseils du père, les sourires de la mère, les réponses données par un enfant à l'étranger, pas seulement dans les fils barbelés, dans les lignes des livres, dans les slogans abrutissants, mieux que fil barbelé. Elle est là aussi bien dans le baiser d'adieu, dans la façon dont l'épouse dit « Quand rentres-tu, chérie ?» dans les « Comment ça va ?» répétés machinalement dans les rues, dans les poignées de main subitement devenues plus lâches, dans le visage de ton amour qui soudain se fige glacial, la voilà présente, elle-même au rendez-vous, pas seulement dans l'interrogatoire, mais aussi dans les aveux, etc., etc. Malheureusement, je coupe parce que je ne veux pas occuper trop de temps, mais on comprend qu'il s'agit donc d'une phrase, une seule phrase, étendue comme ça, et qui, vous l'avez vu dans ma difficulté à la lire, évidemment, mime l'étranglement de la tyrannie, et qui, en même temps, nous intéresse parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en réalité, il s'agit d'un poème qui n'a pu paraître qu'à la faveur des 15 jours, un peu moins de 15 jours de liberté occasionnés, ouverts par la Révolution hongroise de 1956. C'est à ce moment-là que ce poème a été publié par Ilyesh, sachant qu'il l'avait écrit auparavant, mais qu'il ne l'avait pas il l'avait composé mais pas écrit. Il l'avait simplement mémorisé. Il en a retrouvé, il l'a complètement recomposé, retrouvé dans sa mémoire, avec l'aide de sa femme, pour pouvoir le publier à la faveur de cette parenthèse de liberté dans un hebdomadaire qui s'appelait Irodalmi Újság, c'est-à-dire le journal littéraire, si vous voulez. Organe de l'Union des écrivains. Alors, que s'est-il passé pourquoi aussi ce texte nous intéresse? D'abord parce que la mémoire est déjà en jeu, d'une certaine façon, même si c'est sous la forme
simplement de la mémorisation personnelle de sa propre œuvre. C'est des choses qu'on a vues, bien sûr, ailleurs qu'en Hongrie. Ce genre de choses, d'apprendre, de connaître, d'apprendre par cœur les poèmes. D'ailleurs, il y a une mnémotechnique de la rime qu'on ne retrouve pas dans cette traduction que je vous ai lue partiellement, qui est celle de Jean Follin, mais que Jean Rousselot, lui, de son côté, avait respecté. Probablement que le style qu'avait choisi Iesch va de pair avec cette mnémotechnique nécessaire. Mais ce qui nous intéresse aussi dans ce poème, c'est qu'en réalité, il nous revient par la traduction, mais vous l'avez peut-être remarqué, c'est un poème qui a déjà passé une première frontière, puisqu'il est très visiblement inspiré par un poème français, dont il est la réversion, le renversement. D'une certaine façon, la subversion, ce poème, c'est le poème que nous connaissons tous, que nous avons appris et que nos enfants apprennent dans les écoles, c'est Liberté d'Éluard. Et donc, en réalité, il s'agit d'une réponse à la Liberté d'Éluard, une réécriture de Liberté. Je crois que dans Liberté, il doit y avoir 43 quatrains, et là, il y en a 45, enfin, ce n'est pas comptable, évidemment. Et cette réécriture fait sens en elle-même, bien entendu. C'est à la fois, bien entendu, une prise de position face à l'oppression, appelée tyrannie, ça aussi, c'est un mot important, j'y reviendrai, mais c'est aussi une façon de réécrire un grand poème optimiste, un grand poème de résistance, mais sous la forme de la tyrannie, c'est-à-dire sous l'égide, en tout cas sous l'inspiration, sous l'invocation de la tyrannie, c'est-à-dire de façon, disons, plus pessimiste, pour utiliser des termes un peu simples. Et comme vous l'avez entendu d'ailleurs dans cette lecture, ce poème, à travers l'anaphore, à travers cette phrase unique, à travers ces différents chants qui sont balayés par la phrase, nous met en face d'une réalité qui n'est pas la tyrannie. Ça n'est pas la tyrannie, ça. La tyrannie, c'est Oedipe roi, c'est-à-dire Oedipe tyran, c'est le mauvais roi. Ce n'est que partiellement la tyrannie, c'est le roi arbitraire. C'est évidemment le cas de l'époque de Rákosi, mais c'est autre chose, en fait, qui est caché derrière ce terme grec de tyrannie. D'une part, par l'usage du grec, on montre qu'on se place dans une grande tradition d'opposition. On revient bien sûr à Antigone, ce que je vous entendais déjà tout à l'heure, qui a été une des grandes métaphores de la Révolution hongroise, c'est-à-dire la jeune fille qui défend les lois non écrites face à l'oppression du tyran, et métaphore qu'on retrouve chez Camus, mais aussi chez Czesław Miłosz, un grand poème sur 56 qui utilise la métaphore d'Antigone. Mais surtout, on le voit, nous, on l'a entendu tout à l'heure, ce poème, au fond, décrit l'état totalitaire, plus encore que la tyrannie. Et la phrase se met, enfle au niveau du tout. La tyrannie est, ce qu'il appelle tyrannie, est partout. Elle n'est pas seulement, c'est comme ça que le poème est construit, elle n'est pas seulement là où on l'attend, dans les interrogatoires, dans cette espèce d'imaginaire réel, mais d'imagerie, disons, de la dictature, mais elle est aussi à l'intérieur des relations intimes, elle est dans l'intimité, elle est même en nous-mêmes. Ça se termine par le fait qu'elle se sert de tes cendres. Il y a une sorte de tutoiement. Donc le dédoublement du poète, d'une certaine façon. Et donc, vous avez entendu à un moment, il parle de religion, comme plus que d'ancienne religion. Donc, en un sens, on pourrait dire qu'ici, ce poème, tout en prenant le modèle d'Éluard, en utilisant ce terme un peu désuet de tyrannie, en fait, par ce biais-là, n'en décrit que mieux la caractéristique de l'État totalitaire comme à la fois ce qui contrôle tout, ce qui est à l'intérieur, qui devient intime, et qui en même temps remplace la religion. On parlait de religion tout à l'heure, on parlait de laïcité, Paata parlait de cette espèce de présence de la religion orthodoxe majoritaire et prégnante, malgré une séparation officielle des pouvoirs en Géorgie. Et là, en fait, on a un autre phénomène que l'on connaît bien aussi, qui est le phénomène de religion séculière, c'est-à-dire la substitution
d'une forme de religiosité à la religion traditionnelle, qui est rendue finalement par ce poème. Donc ce poème traverse les frontières, il vient d'une certaine façon, il vient de l'amitié franco des surréalistes qui étaient d'abord dans leur jeunesse Ièche et Éluard. Hein. Il traverse cette frontière-là et il nous revient et en même temps il disparaît. Parce que ce qui s'est passé avec ce poème, c'est que Ièche, évidemment, après la répression de 56, le 4 novembre, hein, lorsque les chars russes soviétiques sont revenus dans Budapest après avoir fait semblant de partir, hein, c'était quand même une ruse assez cruelle. Quand les chars soviétiques sont revenus à Budapest, eh bien, à partir de là, il y a eu une répression, bien sûr, vous le savez, beaucoup de réfugiés, 200 000 Hongrois ont quitté le pays. Et Ièche a retiré ce poème de son œuvre complète. Donc là, on pourrait parler d'autocensure, hein, d'autocensure vitale, si on peut dire, hein, parce qu'évidemment, un poème pareil, publié pendant la période de liberté, c'est évidemment extrêmement dangereux. Et donc, c'est un peu c'est d'autant plus intéressant que c'est au moment où l'ère communiste s'est terminée en Hongrie, c'est ce poème qui a été diffusé sur les ondes en 1989. Et là, on arrive, nous, au paradoxe de l'histoire hongroise, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Viktor Orban, hein, qui s'était présenté, hein, et qui a dû sa notoriété à son rôle dans l'exploitation de cette mémoire de 1956. Alors, ce sont des mémoires gigognes, hein, c'est-à-dire que 56 recommence 1848, on recommence Pétefi, donc le révolutionnaire de 48. En 56, c'est en allant à la statue, au pied de la statue du général polonais qui a aidé les Hongrois en 48 que commence 1956 avec le cercle Pétefi. Ce sont des mémoires comme ça qui s'enchaînent, hein, et qui se corroborent pour faire avancer l'histoire d'une certaine façon. Et en 1989, Orban gagne une espèce de d'aura, en fait, en faisant notamment un grand discours au moment, sauf erreur de ma part, où Imre Nagy, Nagy, comme on dit en français, Nagy, il y a une cérémonie pour le réenterrer. Et donc, on voit bien comment... Alors là, ça pose une question qui est la question de la mémoire de 56, qui est en Hongrie à peu près aussi complexe qu'en France, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, notamment de la Seconde Guerre mondiale côté français, c'est-à-dire résistance, collaborateur, collaborationniste, attentiste, pétainiste, enfin, etc. Vous voyez le genre de débat, vous les connaissez bien. C'est un petit peu la même chose qui se passe autour de 56. Et donc, cette mémoire, elle est omniprésente, hein, dans la littérature hongroise encore aujourd'hui, dans la poésie hongroise contemporaine. Alors, bon, moi, j'en connais plusieurs exemples, hein, je ne peux pas non plus m'attarder sur tous. Alors, il y a par exemple le drapeau anglais de Kertész, Imre, donc, qui n'est pas tout jeune, enfin, qui n'est plus de ce monde, mais qui n'est pas un contemporain vivant, mais qui est mort il y a 5 ans à peu près. C'est un texte déjà un peu ancien, mais le drapeau anglais, par exemple, est un récit de 56 et qui pose déjà la question de la mémoire de 56. Parce que c'est un récit, alors là, ce n'est pas de la poésie, mais c'est un récit en prose qui montre l'impossibilité de transmettre l'héritage de 56 aux jeunes générations. C'est un professeur qui n'arrive pas à leur transmettre cet héritage, un peu comme Peggy n'arrivant plus à raconter l'affaire Dreyfus, hein, dans Notre jeunesse, sauf erreur, à la génération suivante. Bon, ça c'est pour déjà une génération qui a connu 56, mais la génération qui n'a pas connu 56 écrit en permanence, hein, sur cet événement. Et par exemple, István Kemény, hein, qui a un poème qui s'appelle 56. Il suffit de dire 56, hein, en hongrois, Ötvenhat, hein, le mot, en un seul mot d'ailleurs, et pour que tout le monde comprenne évidemment de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'une taille de vêtements. Et donc, il y a ce poème. Alors, chez Kemény, c'est un poème que je ne vous lirai pas, on n'a pas le temps, mais c'est une scène de ménage. C'est très intéressant parce que c'est vraiment, là encore, on est dans l'intime. C'est plus l'intime de Ièche,
c'est l'intime de la génération d'après. C'est ton père, ta mère, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, mon père est allé chercher un cadavre, l'a ramené ou a caché quelqu'un, mais toi, pendant ce temps, ta mère ne faisait rien, ou ton père, etc. Donc, les disputes, un peu comme ceux qu'on connaît, nous, avec notre propre histoire, bien sûr. Hein. Et ça, c'est pour donner un exemple donc, avec Kemen. Il y a quelqu'un d'autre pour qui l'héritage de 56 est très important, c'est Christina Toth, justement, dont Linda parlait. Et alors, qui est poète, qui a écrit sur 56, notamment dans Code Barre, hein, un récit de 56 qui est, là encore, une mise en scène de la mémoire et notamment de tous les silences hein, qui entourent cette mémoire. Parce qu'évidemment, dans les familles, on ne pouvait pas parler de ce qui s'était passé, de ce qu'on avait fait. Ceux qui sont restés n'ont pas parlé de leur participation pendant des années, des dizaines d'années, hein, de leur participation à l'institution. Et dans son cas, alors bon, c'est code barre, en réalité, c'est code ligne. C'était intraduisible malheureusement. Donc, ce sont des lignes. C'est un récit organisé autour de lignes et il y a la ligne de démarcation, et il y a la ligne de sang, il y a la ligne de vie, etc. Chaque chapitre est une ligne. Et il y a un chapitre comme ça qui est une ligne qui nous ramène au passé. À la fois, ce sont les cicatrices sur le corps du père hein, qui correspondent au tracé d'une cartographie, d'une tentative de s'échapper de la Hongrie en 1956. Tout ça est toujours très virtuose chez Christina Toth. Et dans son cas, c'est d'autant plus intéressant qu'elle se retrouve aujourd'hui à avoir des mailles à partir avec un gouvernement qui s'est drapé dans la mémoire de 56, qui est le gouvernement de Viktor Orban, qui exerce sur elle des pressions, notamment médiatiques, mais de type populiste médiatique, pas des pressions policières, mais quand même assez forte, sur sa liberté d'expression. Donc il y a tout cet héritage compliqué et la façon dont, évidemment, on peut s'emparer, un pays, enfin un gouvernement peut s'emparer d'une mémoire et la retourner, finalement, en faire un usage, on pourrait dire pervers, en tout cas inversé. Il s'agit quand même aussi des relations entre la Hongrie et la Russie, par exemple. C'est un aspect qui n'est pas totalement absent de l'histoire de 56. Et puis, je voulais simplement, donc, dans ce parcours rapide, évoquer un autre poète contemporain, né en 64, donc qui n'a pas connu 56, et qui a écrit, alors ce n'est pas directement inspiré de Yesh, mais un poème sur 56 que je trouve vraiment intéressant, parce que c'est vraiment, là encore, sur la mémoire de 56, et que je vais peut-être vous lire, c'est pas très très long, qui s'appelle, donc ce poète c'est István Vörös, et ce poème s'appelle O Is. Alors je vous le lis peut-être. Qui 56 intéresse-t-il aujourd'hui? C'est peut-être la question que vous étiez en train de vous poser d'ailleurs. Je reprends. Qui 56 intéresse-t-il aujourd'hui? Et quel en fut le legs? Un grand mensonge de famille, disant que mon grand-père ne faisait que passer par là, à vélo, quand, du mémorial soviétique, il décelait l'étoile. Il vit qu'il n'y arrivait pas, donc il les aida. Mais il ne savait pas de quoi il s'agissait. Au procès, il fut le seul à ne pas nier, le seul à être condamné, comme s'il avait suffi de nier pour être gracié. « Ô Is !» criaient-ils aux autres. « Allez, et que l'étoile descende, que la tyrannie tombe. » C'est donc une référence à la tyrannie. « Ô Is pour récupérer sa boutique. Ô Is pour récupérer sa vigne. Ô Is pour que le monde sorte de ses gonds. » Mais ils n'arrivèrent qu'à tirer l'URSS de quelques mètres plus à l'ouest. « Ô Is, vous avez dit ça, tonton Ferry ?» demanda jovial le geôlier avant de le cogner. « Ô Is, il le frappait au rythme de la liberté. Ô Is, rien n'avait changé. Ô Is, tout avait quand même changé. Une autre fois, autrement qu'ils n'eussent pu même imaginer. L'étoile tomba, par dizaines, en août, au-dessus de la vigne récupérée. Mais déjà plus besoin de vin. Ô Is, pas besoin de vin, pas besoin de 68, pas besoin de 89. Entends-tu, tu es devenu un insurgé. C'est sur les changements dans la mémoire, comment finalement, au départ, c'était une insurrection fasciste, contre-révolutionnaire, puis finalement, c'est devenu des insurgés.
Entends-tu, tu es devenu un insurgé, dit ma grand-mère. Oh, Is, nous l'avons bien vite enterré, l'insurgé. Pas besoin de 2001, pas besoin de 2006, pas besoin de 2010, c'est l'élection d'Orban. Mais alors besoin de quoi? Que personne ne nie ce qui s'est passé, ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Que le mouchard se présente et demande pardon. Nous ne pouvons savoir combien de torts il a causé, beaucoup. Nous ne pouvons savoir combien il s'en est causé à lui-même. Pardonnons donc, ô Is. Voici la nouvelle statue de Staline, ô Is. La vieille serait déjà un monument historique. Elles s'échappent l'une de l'autre, se cachent l'une dans l'autre. Pendez les dénégateurs de leur passé, mais de sorte que leurs jambes touchent terre et que cette terre soit faite de ces actes passés. Et alors moi, j'aime beaucoup ce poème et j'aime beaucoup notamment l'image de Loïs, de l'étoile rouge qu'on essaie de faire tomber et finalement ramène l'Union soviétique plus proche du pays. Bon, ça, je trouve que c'est assez fort comme allégorie. Mais j'aime aussi beaucoup la fin que je trouve assez authentiquement démocratique, c'est-à-dire cette idée d'une pendaison de sorte que leurs jambes touchent terre. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une image vraiment de réconciliation, finalement. Hein. On pourrait presque dire de vérité et de réconciliation. Hein. C'est vraiment une image de réconciliation nationale à travers la vérité historique. Et là, je trouve qu'il y a une grande réussite hein, de ce poème de István Vörös. Je vais vous écrire, je vois qu'il y a la question qui s'est posée. Oui, tout à fait, il y a une question sur oui. Voilà. Bah, merci beaucoup, Guillaume. Voilà. Oui, merci d'avoir également écrit le nom, parce que ça peut aider. Voilà. Oui, c'est vrai, ce poème s'ouvre sur, qui est très beau d'ailleurs, un poème très beau, s'ouvre sur une question très pertinente. Mais il faut dire que le devoir de mémoire, enfin la solidarité mémorielle généralement parlant, et on le voit parfaitement dans le contexte actuel, est absolument fondamental. Il s'agit là d'une question essentielle, pour ne pas dire vitale, ad literam, vitale. Et justement, c'est aussi le sujet que va aborder Stéphane Lambion, qui vient de publier, je l'ai déjà mentionné, aux éditions à Bordeaux, une édition critique du recueil Plantation de Constante Tonegaro, je l'ai déjà montré, recueil qu'il a bien entendu traduit en français. À la différence des textes que vient de lire Guillaume, les textes de Constante Tonegaro ne sont pas, disons, ouvertement engagés. En fait, ils ne le sont absolument pas du tout. Mais il faudrait peut-être nuancer ce point, nous y reviendrons en temps utile. Je voudrais, pour commencer, prier Stéphane de nous parler un petit peu de l'auteur lui-même. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit là d'un auteur plus qu'engagé, à la fois humainement et intellectuellement, dans la lutte anticommuniste. Et un auteur dont le parcours est absolument impressionnant et malheureusement profondément tragique. Oui, très court en fait. Très court parce que c'est un auteur qui est né en 1919 et qui est mort en 1952. Je rebondis sur la première chose que tu disais qui était le fait même si on en reparlera, hein, le fait qu'il y a peu de mentions finalement explicitement, ouvertement militante, on va dire, dans sa poésie, et qui en fait correspond plutôt à son engagement personnel. C'est-à-dire que son engagement personnel a toujours été un engagement contre plutôt qu'un engagement, un engagement pour plutôt qu'un engagement contre. C'est-à-dire qu'en fait, si on retrace un tout petit peu l'histoire de la Roumanie en 3 lignes, vraiment. Enfin, on peut la retracer assez facilement, notamment par rapport comment dire, par rapport à la ligne politique roumaine, qui donc, on va dire, quand Tonegaro a une vingtaine d'années, c'est-à-dire au moment où il commence à être actif littérairement,
Il publie son premier poème à 17 ans dans une revue, mais il devient actif, on va dire, à peu près à ses 20 ans. On est dans le cadre d'une Roumanie profondément fasciste, même si le terme est discuté, mais c'est la Roumanie d'Antonescu, c'est la Roumanie de la garde de fer, c'est une Roumanie pro-nazie. Et ce qui est intéressant, c'est que Tonegaru va avoir un déplacement à partir donc à partir de 1944 vers, à l'inverse, une Roumanie communiste. Et son engagement se situe justement contre les deux, c'est-à-dire que c'est pas un engagement, c'est un engagement personnel plus que politique, c'est un engagement contre ce qui est contre. Et c'est pour ça, je pense que dans sa poésie, finalement, la dimension proprement politique n'est pas tout à fait présente. C'est plus, c'est vraiment à un niveau très personnel et intime que l'engagement de Tonegaru se situe. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans son action concrète, qui n'a pas été une action, bon, d'une part belliqueuse, on va dire, belligérante. Il n'a jamais pris les armes, il n'a jamais fait partie de groupes, on va dire, révolutionnaires. Son engagement s'est limité, mais en fait, comment dire, c'est énorme, à deux choses qui ont été le fait de rejoindre d'abord la revue Albatros, qui, Guillaume, tu disais, tu parlais d'une revue qui a eu une vie extrêmement courte d'un an ou quelque chose comme ça. Bon, la revue Albatros, c'est pareil. C'était une revue bimensuelle qui a connu 7 numéros en 1941 et qui a été très vite tue par la force, tue et tuée. Donc ça, c'est le premier engagement, on va dire. C'est la revue, enfin, c'est une des revues, un des cercles où Tonegaru a fait ses débuts. Et le deuxième engagement, c'est avec l'association Mihai Eminescu, qui était une association qui visait à venir en aide, donc là on était dans la période communiste, aux intellectuels persécutés par le régime. Mais donc c'était une activité qui était, enfin si vous voulez, on peut dire que Tonegaru n'était pas un homme à prendre les armes en fait. Donc de ce point de vue-là, il y a une certaine unité, une certaine cohérence entre le caractère très intime et humain et profondément contre les extrêmes, que cet extrême a été celui de la garde de fer ou celui du communisme, donc celui du pro-nazisme ou celui stalinien, on va dire. Donc il y a une unité entre cet engagement-là, sa poésie et son engagement concret, donc entre ses idées, son écriture et son engagement. Et tout ça, ça fait ce mélange assez curieux qui est celui des plantations, qui est une poésie qui ressemble à peu d'autres choses, je trouve. Du peu de livres que j'ai pu lire en 25 années de vie, ça détonne beaucoup, qu'on aime ou pas, d'ailleurs. Et je ne suis pas sûr de tout aimer dans ce livre. Il y a des choses qui me rebutent, mais c'est une poésie vraiment particulière. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, s'il te plaît, de l'association, justement, Mihai Eminescu, qui a été un geste d'une grande générosité, d'un grand courage, mais aussi un geste suicidaire, bien entendu. Constante Tonegaru le savait très bien, il a parfaitement assumé, et d'ailleurs, il s'est sacrifié. Il s'est entièrement sacrifié pour sauver la vie de tous les membres de cette association. Est-ce que tu pourrais évoquer un peu, en fait, la fin de sa vie, de sa courte, oui. Vie? Bien sûr. La fin de sa courte vie, en fait, ça part ça part presque d'un malentendu, en fait. C'est-à-dire que ça part d'un colis que Tonegaru devait transmettre et qui contenait des biens à transmettre à des intellectuels persécutés. Le dit colis a été arrêté. Et donc, ça a été le point de départ d'une sorte de démantèlement plus ou moins exagéré par la Securitate, par la police politique roumaine, de cette association Mihai Eminescu, qui en fait n'était pas
ouvertement, en tout cas, une association voilà, belligérante, on va dire, si vous voulez, qui visait vraiment à la protection d'individus davantage qu'à une visée révolutionnaire. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que de maillon en maillon dans ce réseau, Tonnegaru en est venu à être arrêté par la Securitate pour un motif qui, voilà, quand on connaît l'ordre de son engagement, est complètement exagéré, enfin, et qui est celui de conspiration contre le régime, mais qui en fait était un motif très standard concrètement pour éliminer tout individu qui n'était pas dans les clous, en l'occurrence les clous communistes. Donc il a été mis en prison pendant 2 ans. De 1949 à 1951. Puis en plus, ça a été prolongé par la suite d'encore une demi-année. Donc, ils ne l'ont même pas libéré au moment où il devait être libre. Et le moment où ils l'ont libéré, où le régime l'a libéré, c'est parce qu'en fait, Tonnegaru était déjà tellement malade, il était atteint d'une maladie pulmonaire telle que concrètement, il savait qu'il allait mourir dans les mois à venir. L'idée qui n'a pas complètement réussi, donc, était d'éviter d'en faire une sorte de martyr, d'éviter d'en faire une sorte de... Voilà, d'éviter de mettre la culpabilité de sa mort sur la Securitate et sur son emprisonnement, et d'éviter de devoir dire il est mort des suites de son emprisonnement, ce qui pourtant était le cas. Et il est mort en février 52, donc quelques mois après avoir été relâché à cause de cette maladie, qui est également présente dans son écriture d'ailleurs. Et qui, dans son écriture, toutes ces choses un petit peu se mêlent. Toutes ces problématiques-là, même si elles ne sont jamais abordées de front, se mêlent. Et bon, de ce point de vue-là, je me disais d'ailleurs, si on a le temps, Linda, que je pourrais peut-être lire le poème central du recueil à un moment ou un autre. Oui, oui, bien entendu. Je voudrais juste ajouter que quelque chose de fondamental, que l'association Mihai Eminescu était une association clandestine déjà, et bien entendu à l'époque, disons, à but humanitaire, et que dans le colis qui a causé la mort de Tonnegaru, il n'y avait que des aliments et des médicaments. En fait, ce que faisait cette association, c'était qu'elle récupérait des colis en cachette des légations, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les ambassades, récupérait des colis avec des aliments et des médicaments pour les donner aux intellectuels roumains qui étaient persécutés par le régime. Et comme tu l'as dit, en effet, je vais lire... j'ai retrouvé la citation, il a été accusé, je cite, de conspiration contre l'ordre social et la sécurité du peuple. En effet, pour avoir donné ce colis à un ami qui était lui aussi écrivain. Et en fait, cet ami l'a donné au chef d'une soi-disant association qui luttait elle aussi, bien entendu, contre l'ordre établi et contre le peuple, mais cette association, à vrai dire, n'a pas tout à fait existé selon les dossiers qu'on peut consulter aujourd'hui. En tout cas, c'était un énorme prétexte pour arrêter toute forme d'association qui, un jour, aurait pu devenir dangereuse pour la dictature communiste. Et en fait, j'ajouterais aussi que le jeune Constant Tonnegaru n'a pas cédé à la torture. Tout le monde, en fait, ils l'ont trouvé uniquement parce que tout le monde a parlé, mais lui, il n'a rien dit, pas même un mot. Et par conséquent, les autres membres, je l'ai déjà précisé, les autres membres de l'association n'ont jamais été arrêtés.
Oui, et il a été... Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parce que tu as évoqué ce point, le fait que dans sa poésie, il y a des choses tout à fait insolites. Et c'est vrai, c'est une poésie plus hybride, qui associe une sorte de sentimentalisme romantique. Ensuite, il y a de la poésie décadente, il y a un peu d'esprit d'avant-garde. En fait, il y a un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout, mais certes, cette poésie n'est absolument pas militante, loin de là, mais je pense qu'elle est engagée quand même dans une sorte de résistance du fait même que d'un point de vue esthétique, elle ne se plie pas, elle ne se plie absolument pas au thème, au style et ainsi de suite, imposé par, n'est-ce pas, l'homme nouveau, la nouvelle société et je ne sais plus quel autre concept communiste de l'époque. Et justement, dans ce silence, on perçoit une sorte d'engagement qui n'est bien entendu que symbolique. Mais moi, je suis très sensible aussi à cette dimension de son recueil de plantation. Oui, juste pour revenir sur... tu as raison sans doute d'avoir donné le détail de l'affaire du colis. Et donc, pour faire le lien avec ce que je disais avant, moi, ce que je trouve vraiment frappant dans cette affaire, c'est que c'est la disproportion entre le motif d'inculpation de Tonegaru et le but de cette association qui, tu le disais en précisant le contenu du colis, était une association de protection et n'avait pas de but révolutionnaire en soi. C'était vraiment de l'ordre du soutien humanitaire davantage que de la recherche révolutionnaire. Bon, voilà, juste parce que c'est une des choses qui, je pense, frappe le plus et comment dire, accentue le plus la dimension de martyr, en fait, de Tonegawa. C'est la disproportion entre sa bonne volonté et son... à la fois, on va dire, quand il a été torturé avant d'être mis en prison et ensuite quand il a été mis en prison. Bon, et pour revenir sur ta question actuelle, sur celle de sa poésie, ce qui est intéressant, c'est qu'il détourne beaucoup, je pense, Tonegaru. C'est-à-dire que c'est une poésie qui souvent est de l'ordre du contour, du détournement, c'est-à-dire qu'il n'évite pas les thèmes sociaux, il évite simplement de reprendre certains éléments de langage, si on veut. Effectivement, il n'y a pas de référence à l'homme nouveau, pas de référence à... Il n'y a aucune référence au concept communiste, en fait. De même qu'il n'y a pas de référence, d'ailleurs, au concept qui étaient ceux de la garde de fer. C'est une poésie qui, en quelque sorte, détourne, mélange et transcende un petit peu tout ça par le travail littéraire. Et où, finalement, la référence littéraire est plus forte que la référence historique qui devient une sorte d'arrière-plan. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a un poème que je trouve très frappant qui est La Steppe, un des premiers poèmes du recueil, où on a cette sorte d'image de cet homme qui est dans le tram, qui prend le tram, et il y a une sorte de grand glissement, en fait, par les bruits alentours, par ce qui se passe dans le tram, un glissement vers une scène complètement historique sur les steppes d'Ukraine, une scène de bataille sur les steppes d'Ukraine, et qui finalement revient au tram juste par un coup de klaxon. Donc il y a en fait, l'histoire, souvent, je trouve, est prétexte à détournement, à être un petit peu transcendé dans le travail littéraire. Et bon, dans ce poème-là, c'est très, très frappant parce que c'est des micro-éléments de contexte, on va dire, dans cette scène urbaine qui permettent de glisser à l'historique et ensuite de revenir à l'urbain. Et on voit la même chose dans le poème dont je parlais tout à l'heure, le poème central qu'on pourrait peut-être lire, La plantation de clous, qui d'ailleurs avait donné son titre original au livre. Ce poème-là, de la même manière, parle du front de l'Est, si on veut, parle du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, le moment où la Roumanie combattait contre l'URSS à la fin
du régime d'Antonescu avant qu'il se fasse renverser et que finalement la Roumanie se retourne politiquement et militairement. Ce poème-là aussi parle de la guerre, en fait, mais la guerre est là comme une sorte de répertoire à images, plus que comme un... Donc la politique, tout ce qui est lié à la situation politique et historique est davantage un répertoire à images destiné à être transcendé d'un point de vue littéraire, plutôt qu'un ensemble d'éléments de langage contre lesquels il faut lutter activement par la poésie. Donc c'est une démarche qui, à sa façon, vise à, comment dire, à combattre des limites, mais en fait, elle les combat d'une manière très, très différente, d'une manière extrêmement détournée. Est-ce que tu veux nous lire peut-être il est très long, hein? Il est très long ce poème. Long, il fait 3 pages, ouais. Est-ce que tu veux nous lire peut-être Début? Le début ou enfin les passages qui t'ont... Oui, le début est très beau. En tout cas, les passages qui t'ont le plus marqué, qui te semblent enfin, vraiment très parlants. D'accord, donc je dois faire du charcutage comme Guillaume en live. Oui, malheureusement. C'est vrai que le temps passe à une allure. Ok, j'attaque tout de suite alors. Alors, j'attendais de voir ce qui allait se passer dans ces régions délaissées. Os blanc, disais-je, ne bat plus à gauche sous la dernière côte. Un de ces jours, bille de plomb, tu entreras au niveau des tempes. Maintenant, je cherche le caporal sur le plateau. Respire-t-il? Ne respire-t-il pas? Est-il mort? Un de ces jours, il sera l'heure d'attaquer le bastion. Quand je rentrerai, si je rentre, contre la peur, au lieu de psalmodier avec des poils de loup, prenez une allumette et faites fondre la neige de mes cheveux. Il y a longtemps, sur la queue du piano du salon, je séparais en 2 armées les soldats de plomb et je faisais fondre les vaincus avec la lampe à alcool, près du miroir avec les anges désolés au-dessus des eaux colorées. Je trouve que ce bout-là, notamment avec... c'est très frappant à quel point ces 2 petites armées de soldats de plomb, qui évidemment, surtout dans le contexte du front de l'Est, où on sait la manière dont les soldats ont justement fondaient littéralement sous les balles russes, sous les balles soviétiques. Je trouve que ce passage est particulièrement frappant. On voit que il n'y a pas de revendication politique directe, mais c'est là. Je continue un tout petit peu, peut-être, un tout petit peu plus loin. En pleine nuit, le filet des enfers était sorti, portant sur des épines des cadavres à l'odeur de chlore. À 10 pas de moi, le caporal klaxonnait longuement avec sa vésicule biliaire qui, verte, pendait à l'extérieur de son ventre, sa patrouille exterminée à l'assaut. Il se calma ensuite, sur le dos, comme dans un parterre, un tissu se déchirant dans sa voix. La terre entière lui entrait sous les ongles, et ses bras se débattaient comme s'il ramait dans un trou de goudron. Je passe un peu. Dans cette solitude, je veillais à travers la bande de sable depuis mon poste d'observation situé exprès sur le méridien. Je cherchais de bon cœur l'oiseau rare et les hommes de lignite à l'ombre des palmiers qui frémissaient dans la longue vue. Chaque cadavre que la tempête ramenait sur la côte était une invention tuée sur l'asphalte, si bien que j'étais pris de pitié près des palmiers venus si proches avec le rivage qu'ils étaient à 2 doigts de casser la lentille. À la fin, le spectacle s'en allait sur la pointe des pieds, et vu d'une certaine distance, il laissait une tache derrière lui. De là s'approchait comme une gigantesque toile de navire, mon obsession depuis la 6e, un réseau de barbelés. Et je passe encore un tout petit peu pour lire la toute fin. À travers la tombe profonde d'où la chimère était venue, les entrailles du caporal commencèrent à tomber sur un archipel avec 9 Hérodes, partis chasser à cheval avec des crânes attachés à leurs selles. On entendait jusqu'ici les trompettes synégétiques des antipodes. Puis une fusée, rouge-blanche, une autre fusée sautait sur le nuage. Voilà, me disais-je, c'est le début de la plus grande attaque à la baïonnette. Enfin, voilà, disais-je, c'est quelque chose que d'être gladiateur. Voilà.
Donc ce poème qui s'appelle La plantation de clous est le plus long et le plus central du recueil. Et c'est aussi le plus, celui qui aborde, qui évoque le plus nettement la question de la guerre. Merci, merci Stéphane. Je voudrais juste revenir sur l'une de tes remarques. Tu as utilisé à 2 reprises le terme exagéré. Tu as dit que c'est presque, enfin, c'est pas presque, c'est tout à fait invraisemblable. N'est-ce pas? Il a été tué pour avoir livré un colis qui contenait des médicaments et de la nourriture. Mais il faut dire que parfois, on se faisait arrêter pour avoir rencontré quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui était juste là, qui passait par là, quelqu'un qui disait bonjour. Cela est arrivé à de nombreuses reprises, bien sûr, parce qu'il s'agissait d'instaurer une terreur absolue. On avait à peine le droit de vivre. Alors là, livrer des colis, mais c'était quelque chose de terrible, hein, n'est-ce pas? Une prise d'attitude, enfin, c'est comme si une sorte de déclaration de guerre contre le régime. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'aider des intellectuels qui étaient les pires ennemis, il faut quand même le rappeler, de ce régime. Et justement, j'avais pensé, ça tombe bien, parce qu'en fait, je ne savais pas du tout que tu utiliserais ce terme, mais j'avais pensé justement pour clore cette soirée à un texte qui évoque exactement ce point. Quels étaient ces grands ennemis du peuple? Et je voudrais vous lire 2 textes très courts qui sont écrits toujours par un auteur roumain qui s'appelle Ovidiu Genaru, auteur qui a publié, il y a très peu de temps, un recueil intitulé Le livre de Mircea. Mircea était son frère. Mircea a été arrêté quand il avait 18 ans, il était en terminale et il a été incarcéré en tant que détenu politique entre 1948 et 1950 à la prison de Suceava et à la prison de Târgu Nou, qui était une prison pour enfants, surnommée la prison des anges. Nous sommes le 12 juin 1948. Ils ont arrêté hier 3 élèves de terminale. C'est comme si la terre les avait avalés. Aujourd'hui, encore 2. Mircea, l'élève le plus éminent du lycée, en fait partie. Il va en prison. Il va en prison et demain, il traversera, conformément aux procédures, la ville, couché par terre, dans un camion russe, comme un exemple pour le spectacle. 4 armes, la balle dans le canon se dirige vers cette prise féroce. L'ennemi du peuple est en pantalon court, de la toile militaire, de couleur marron, pauvreté d'après-guerre. L'ennemi de classe a 1000 visages pour mettre le temps en déroute. Et il y a un commissaire qu'on appelle Grimberg, un certain Grimberg de Bacău, qui est devenu l'un des gros bonnets de la sécurité. Mircea a 18 ans et pense qu'il se fera fusiller. Il a peur. Il a peur de ne pas devenir un héros. Notre famille n'est pas habituée à ce type d'anomalie. Le premier jour d'enquête. Voici la dictature du prolétariat. Écrit ici ce que nous te dictons, qu'il en ressorte que tu quand vous, les légionnaires, toi, serviteur de la bourgeoisie, écris. Ne me regarde pas avec ces yeux écarquillés. D'ici, personne ne sort vivant. Comprends-tu? Nous avons de la patience. Je veux le complot, ce que vous tramiez. M'entends-tu? Le complot. « Tu admires les Allemands, tu lisais Le Signal, cette revue fasciste.
reconnais. Nous savons absolument tout. Ce sont tes vrais amis qui t'ont dénoncé. Je veux des noms et des adresses pour vous exterminer jusqu'au dernier. Nous commencerons avec toi. Si tu ne reconnais pas, voici le fouet. Nous pouvons tout et ne rendons de compte à personne. Voici un exemple. Si tu me le demandes gentiment, je peux te tirer une balle sur le champ. À genoux, bête sauvage. Mircea a écrit dans sa déclaration « Je n'ai que 18 ans. Merci. » Voilà, donc une très grande faute, comme vous pouvez le constater. Il est très tard, il est presque 21 heures, mais j'ai trouvé cela absolument passionnant. Je tiens donc à vous remercier tous de vos interventions et je voudrais aussi remercier ceux qui ont eu assez de patience pour rester avec nous pendant 2 heures. Moi, je pensais organiser une rencontre beaucoup plus concentrée, mais en fait, non, mais c'était vraiment extraordinaire. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde, encore une fois. Et je vous dis, bien entendu, à très bientôt aux prochaines rencontres organisées par le Pen Club. Comme vous le savez, bien entendu, il y en a beaucoup. Le Pen Club est très, très dynamique. Donc, nous avons bientôt une rencontre, cette fois-ci au siège du Pen Club, à l'hôtel Blémont, comme vous le savez bien sûr, consacrée à la revue Continuum, qui est une revue israélienne, mais d'expression française. Ce sera le 21 avril, le 25. Ensuite, il y aura une lecture en ligne co-organisée par le Pen Québec et le Pen Club français. Donc, merci encore une fois de votre participation, de votre attention et à très bientôt. Merci. Beaucoup. Bonne soirée. Merci Linda. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci à vous tous. Vous étiez brillants et pénétrants et convaincants. Merci beaucoup. On va continuer grâce à vous tous. Merci Sylvestre. Encore. Merci Linda, Maria, c'était passionnant. Merci. Très intéressant. Merci. Merci. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.